Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Arnaud Bellizzi et je vais vous présenter une méthode, notre méthode, la méthode qu'on a utilisée en tout cas pour solidifier notre code. Alors il y a pas mal de choses à définir et il y a du contexte à donner. Premier contexte à donner. Oui, alors quelques détails. Je suis chez ODrive depuis 2013. Je travaille dans l'équipe Backup and Archive, principalement sur un produit de sauvegarde qui est développé à Paris. Le reste de l'équipe Archive est plutôt basé à Vannes. Et je suis architecte dans cette équipe. À Paris, nous sommes à peu près une douzaine à travailler sur le produit de sauvegarde. Alors, un peu de contexte pour commencer. Je vous ai parlé de Solid. Et j'ai besoin de définir quand même ce que c'est. Donc Solid, c'est un ensemble de 5 principes qui ont été énoncés pour la première fois ensemble dans un livre qui s'appelle Agile Software Development, paru en 2003, donc c'est plutôt jeune, écrit par Robert C. Martin. Les 5 principes en question, en fait, leur scope, ce sur quoi ils s'appliquent, c'est du développement orienté objet, d'abord, c'est une condition, et ça va vous aider à écrire du code qui est maintenable. Et on définit le code qui est maintenable par du code qui est facile à changer. Ou en tout cas, les changements sur ce code vont avoir des impacts qui vont être maîtrisables en termes de temps passé à développer et de temps passé à changer des choses. Le contexte de pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé, on va dire plutôt en rafraîchissement sur ces principes qu'on connaît tous, au moins de nom, et ensuite qu'on n'a pas forcément tous appliqués, c'est parce qu'on a eu dans l'équipe de backup beaucoup d'arrivées, en fait, qui nous ont amené à devoir expliquer notre code et à expliquer notre découpage en modules. Et typiquement, ça, c'est se retrouver dans la même situation que de faire du rubber duck debugging, je définis pour ceux qui ne savent pas. Du coup, c'est vous posez un canard en plastique à côté de votre ordinateur, expliquez-lui le code que vous êtes en train d'écrire et qui bug pour l'instant, et en l'expliquant au canard en plastique, vous allez vous rendre compte de l'erreur, parce que une fois que vous énoncez des choses, ça devient clair. Le canard en plastique, intérieurement, il fronce les sourcils quand vous dites une bêtise, et vous allez le sentir. Donc nous, on s'est retrouvés dans la même situation, mais avec des nouveaux dans l'équipe à qui il va falloir expliquer tout l'écosystème du code du produit de sauvegarde, comment ça marche, comment on a découpé, qu'est-ce que c'est l'historique. Je vais vous faire aussi une petite revue des principes solides, au moins pour poser encore un petit peu de contexte. Solide, c'est un acronyme, chaque principe correspond à une lettre de l'acronyme. Donc le premier principe, c'est le principe de single responsibility, qu'on peut résumer en une idée, en disant qu'une classe doit avoir une et une seule raison de changer. Tous les principes vont voir le design orienté objet en regardant qu'est-ce qui se passe quand on change de design, quand on veut changer ce design. Donc premier principe, une classe, une seule raison de changer. Deuxième principe, si je peux passer... Ah. Oui, le principe open-closed. L'open-closed principle, c'est de dire que vos classes doivent être ouvertes pour l'extension mais fermées pour la modification. Ce qu'on peut reformuler en disant, si vous voulez ajouter de la fonctionnalité à une classe, vous devez pouvoir le faire en ajoutant du code, pas en modifiant. Donc concrètement, il s'agit de prévoir en fait les changements qui sont fréquents, de les systématiser de façon à ce que le code qu'on n'ait qu'à ajouter du code plutôt qu'à en modifier. Ce qui est beaucoup plus simple à relire et qui a beaucoup moins d'impact la plupart du temps. Le troisième principe, c'est le principe de substitution de Liskov, qui dit que on doit pouvoir remplacer une classe par une sous-classe sans que ça ne casse rien à un système qui marche. C'est simple, ça paraît évident. Il y a beaucoup de langages qui prennent ça comme acquis. On va pouvoir remplacer une classe que si elle implémente tout. Par contre, implémenter tout, potentiellement, c'est pas une garantie que ça casse rien. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, je suis disponible pour vous en parler au cocktail, ailleurs. Et pour approfondir. Et d'autres presse aussi, si vous voulez. Quatrième principe, le principe de ségrégation des interfaces. Du coup, on va préférer faire des interfaces petites, qui ont peu de méthodes dans un contrat petit, de façon, et aussi, du coup, à regrouper les méthodes qui ont la même raison de changer dans les mêmes interfaces, et à n'exposer que les méthodes dont les gens vont se servir dans des interfaces. Cinquième principe, le principe d'inversion de dépendance. Et vous remarquez que je ne le détaille pas, parce qu'en fait, je vous ai un petit peu menti. Et on va pas juste solidifier votre code, si je passe un slide. Ah. Oui, je vous ai menti. On va pas solidifier votre code, on va diffier votre code. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'inversion des dépendances, et donc du coup, on va creuser ce concept et se mettre dans des cas concrets pour essayer de le comprendre. Du coup, que dit le principe? Le principe dit que des modules de haut niveau ne devraient pas dépendre de modules de bas niveau. Ça va être long, donc je le fais étape par étape. Très bien, on lit ce principe, on ne sait pas ce que c'est qu'un module de haut niveau ou de bas niveau, c'est pas très clair.
Ensuite, on nous dit que les deux devraient dépendre d'abstraction. Ok, une abstraction, dans le langage courant, on voit ce que c'est. Si on a déjà fait de l'orienté objet, on a une idée de ce que c'est. Maintenant, oui, une abstraction, on peut la définir, mais comment? Les abstractions ne devraient pas dépendre des détails, et les détails devraient dépendre des abstractions à la place. Alors, on voit qu'ils ont essayé de mettre beaucoup de choses dans quelques phrases, et de bien le résumer comme tout bon principe. Maintenant, quand on le lit, c'est pas forcément clair, on va prendre un exemple. Premier exemple qu'on va prendre, on va implémenter une dépendance. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une dépendance? Non. Une dépendance, c'est un code A qui doit appeler un code B. Donc il a besoin de B. Il a besoin de B parce que B sait faire quelque chose que A a besoin de faire lui à son tour. Donc du coup, implémentation la plus simple, on a A qui veut appeler B, donc on va faire en sorte que A connaisse B, et on va appeler sur une instance de B la méthode qui va bien pour que B fasse sa chose. Maintenant, que se passe-t-il? Donc là, du coup, on a une dépendance au runtime qui est que A doit connaître B, posséder un objet B. Et on a aussi une dépendance forte à la compilation, qui va être que A va devoir importer le module dans lequel est B. Il doit devoir le connaître au moins par un système de nommage qui permet de retrouver du code. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'introduis du changement, puisque c'est ça le but des principes, dans l'équation? Je peux le faire. Voilà. Si jamais B a une meilleure façon de faire son travail, et qu'il a une nouvelle méthode pour le faire, A va devoir changer, parce qu'il appelait l'ancienne méthode, et que fatalement, il doit appeler la nouvelle par son nom. De fait, le changement en question, il s'est répercuté en fait, depuis le module B jusque dans le module A. Ce changement, là dans mon exemple, c'était un changement de nom de méthode, donc concrètement on n'a qu'à changer le nom de la méthode appelante, de l'autre côté c'est pas gênant, mais ça pourrait être un changement d'API beaucoup plus gros, type avant on pouvait le faire en une seule méthode, maintenant j'ai besoin d'en gérer 3 dans le bon ordre pour pouvoir, je sais pas, ouvrir une transaction, faire quelque chose, fermer la transaction, l'API peut changer, et dans ces cas-là les changements sur A peuvent être gros. Là, on va donner un petit peu de contexte à qu'est-ce qui pourrait être A et qu'est-ce qui pourrait être B pour essayer de voir si ça nous va ou si ça nous va pas. Qu'est-ce qui se passe quand je vous dis que A est votre API externe et que B est votre business, votre métier? Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est un peu la réaction que j'ai moi là, c'est de dire d'accord, je suis assez d'accord pour que si mon business doit changer, eh ben, l'API qui permet d'y accéder, par exemple pour une nouvelle feature, quelque chose comme ça, elle doit changer aussi, et puis je dois prendre en compte cette nouvelle feature. De toute façon, mon API sert à accéder à mon métier, ils vont changer en même temps. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand je vous dis que A c'est votre business et que B c'est votre couche de persistance, donc ce qui vous permet de stocker des données? Là, je ne sais pas ce qui vous vient comme impression, mais moi c'est ça. Parce que j'ai pas envie de réécrire mon business si je change ma couche de persistance. Voilà, ça me fait mal, rien que de le dire. Du coup, on sent qu'il y a un problème, et on essaie de savoir quand est-ce qu'il y a un problème. Donc on pourrait se dire au premier abord, il y a un problème si B change souvent. Donc dans mon exemple, c'est mon business change souvent, ou bien ma couche de persistance change souvent. En fait, c'est pas exactement ça, puisqu'on a vu qu'il y avait des cas où ça marchait, puis d'autres où ça nous gênait. Il y a un problème si on veut réutiliser A, en fait. Et dans le premier cas, on ne voulait pas réutiliser notre API, puisque c'est son seul but, accéder à notre business. Par contre, on veut réutiliser notre business, parce que tout le reste est accessoire. Ce qui a de la valeur, c'est notre business. Du coup, on peut revenir au principe en y ajoutant un petit peu de sens. Les modules de haut niveau, on va les définir comme étant ceux qu'on veut réutiliser. Et les modules de bas niveau, c'est ceux qui finalement sont accessoires. De la même façon, on peut rajouter la notion de détail qui est un module de bas niveau, c'est un détail que le module de haut niveau ne veut pas connaître. C'est une façon de le formuler. Du coup, il nous reste la notion d'abstraction. Et pour essayer de comprendre ça, je vais vous faire un deuxième exemple avec les dépendances inversées cette fois-ci. Alors, on va se mettre dans le cas le pire. C'est votre business qui va vouloir appeler une couche de persistance. On va implémenter ça différemment. Cette fois-ci, on va inverser les dépendances, je vais vous montrer comment. On va commencer, puisque le business a un besoin qui est de stocker quelque chose, par écrire ce besoin, le décrire dans une interface qui va nous servir d'abstraction. Cette interface, on vous le dit souvent qu'il faut coder pour des interfaces plutôt que coder pour des implémentations, en tant que règle comme ça vite faite sur un coin de table. Là, c'est un exemple concret de ça. J'ai défini le besoin de mon business dans une interface, son besoin c'est de stocker quelque chose, et rien de plus. Ce qui va se passer du coup, c'est que je vais dire que mon business connaît cette interface maintenant, et qu'il possède un objet qui est du type de cette interface. Du coup, il va appeler dessus une méthode qui est plutôt générique, je dois stocker, mais je ne sais pas comment. Maintenant, de l'autre côté, on va avoir la couche de persistance qui, elle, va répondre à ce besoin, va implémenter l'interface qu'on a définie comme contrat au milieu, et du coup, elle va elle aussi avoir une méthode store
Et ensuite, plus de détails sur comment est-ce qu'elle store, mais globalement, elle est liée au business par ce contrat. Donc là, on a une dépendance qui est inversée, qui peut être inversée, qui va l'être encore plus après, parce que les deux, en fait, le business et la persistance, vont dépendre d'une interface qui est au milieu. Au niveau du runtime, qu'est-ce qui se passe? Puisque I n'est pas connu, c'est-à-dire I, c'est un objet qui n'est que de cette interface, au moment où on va vouloir l'appeler, où le code va devoir marcher effectivement au runtime, on va avoir besoin d'un quatrième acteur qui est de l'injection, dans mon exemple, mais il y a plein d'autres façons de répondre à ce problème-là. Et donc cet exemple, cette couche d'injection, plutôt, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va scanner la persistance pour voir qu'en fait la persistance a été déclarée par un mode qui va changer en fonction de votre couche d'injection, qui va dire ok, ben moi je suis une persistance, je réponds à un besoin, tu peux m'injecter. Elle va se faire scanner d'un côté, et puis elle va scanner aussi le business de l'autre côté pour voir que le business lui a besoin d'une dépendance et va l'injecter à la place de l'interface qu'avait le business jusqu'à présent pour qu'au runtime, effectivement, le business puisse appeler à la persistance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute du changement? Eh bien, les changements, s'il y en a dans la couche de persistance, maintenant, sans rien faire tomber, ils sont restreints par le contrat qu'on a mis au milieu, par I. Du coup, la couche de persistance peut changer, mais pas intégralement. Elle est restreinte là-dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le contrat change? Si le contrat change, il va y avoir notre business et notre persistance qui vont être impactés. Du coup, on a toujours un problème si jamais le changement dans l'interface est fait par n'importe qui, avec un cycle de vie qui est n'importe lequel. On a besoin de rajouter une notion dans cette implémentation pour que ça marche bien, et cette notion, c'est qu'en fait, le business, il va posséder l'interface en question. Donc non seulement il l'a écrite au départ, et donc il l'a écrite dans son langage, mais en plus, il est responsable des changements dessus. Si son besoin ne change pas, cette interface ne peut pas changer. C'est ça qu'il faut garantir, en fait. Et c'est en ça qu'on va séparer les modules et décider qu'il y a du code qui ne peut pas en impacter un autre. Maintenant, on arrive à un modèle où, en fait, les changements dans la couche de persistance, votre module business, qui contient maintenant l'interface et le contrat en question, il ne peut pas y en avoir, en fait. Il ne peut pas y avoir d'impact sur lui, la persistance peut changer autant qu'elle veut, elle doit répondre à l'interface et elle ne changera plus. Du coup, on arrive à une implémentation où on a réussi en fait, à abstraire les changements de persistance qui ne vont plus être vus par notre business. Qu'est-ce qu'on a au niveau des coûts et des gains de ces deux implémentations? La première couplée, on va dire, et la deuxième inversée. Les coûts d'inverser les dépendances, c'est d'abord d'écrire plus de code, parce qu'on a vu qu'il y avait une interface de plus dans le deuxième cas, et qu'il y avait besoin d'une couche de persistance en plus. Niveau des autres coûts qu'on va avoir, c'est qu'on va aussi avoir un overhead de performance. Cette performance, ça va être le coût qui va être payé au moment où vous allez devoir faire votre injection et remplacer les interfaces par des implémentations concrètes en dessous. Et il y a un troisième coût qui va être le fait que vous devez naviguer dans votre code d'une façon qui peut être un tout petit peu, on va dire, inhabituelle, qui est que vous êtes dans un module qui définit du business, qui définit des interfaces, et nulle part vous trouvez l'implémentation qui est derrière. Et vous pouvez vous demander, si vous n'avez pas trop d'instrumentation dans votre langage, si c'est pas simple pour vous d'aller regarder dans toute votre base de code qui implémente ça, pouvez vous retrouver à vous demander où est mon implémentation. Parce qu'avant elle était juste en dessous. Qu'est-ce qu'on a comme gain à avoir ça? Parce qu'on ne fait pas ça pour rien. On protège le code qui a de la valeur de changements qui ne sont pas nécessaires sur lui. Le changement est nécessaire, on veut effectivement changer la couche de persistance, on ne veut pas réécrire le métier par contre. Et du coup on ne veut pas avoir à le retester, on ne veut pas risquer d'avoir de régression dessus, on ne veut pas avoir des tickets QA qui arrivent simplement parce que du code a changé alors qu'il n'aurait pas dû changer. C'était pas nécessaire qu'il change en tout cas. Le deuxième bonus, c'est de dire que maintenant votre métier, il est écrit dans un écosystème de code qui n'est écrit que dans son langage. Donc quand vous lisez votre code métier, il n'y a pas de détails dedans, il n'y a que des choses qui intéressent votre métier. Donc du coup, il décrit effectivement ce que votre code doit faire, et il le décrit dans un langage qui est potentiellement compréhensible par n'importe qui sait juste un petit peu de code, mais à part ça, il n'a pas besoin de connaître votre base de code. Du coup, on peut dire que le code métier vit dans votre domaine, dans son domaine plutôt, et que du coup, il est écrit selon les règles du domaine, et il ne dépend plus de personne. Du coup, il est plus visible. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme approche, nous, après avoir rafraîchi un petit peu ces principes? On a eu une approche qui a été de dire, on a des nouveaux, on va leur expliquer ce que font nos modules. Et du coup, on va essayer de voir si on respecte ce principe au sein de nos modules. Du coup, il a fallu lister leurs responsabilités à nos modules. Ils ont des noms, ils font des choses. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Est-ce que c'est compréhensible avec le nom qu'on leur donne? On s'est retrouvé, encore une fois, dans le cas du canard, où là, on l'a vraiment vu froncer les sourcils parce que c'était nos nouveaux. Voilà.
qui nous ont dit, après qu'on leur ait tout expliqué, bah oui, mais en fait, non, notre métier, il connaît des détails, pas partout, mais il connaît des détails sur la persistance, il connaît des détails sur la couche de message qui va appeler pour pour demander d'autres services. Et du coup, potentiellement, on n'est pas protégé, le métier va devoir être réécrit en partie si jamais un de ces deux mécanismes change. Très bien. On a un principe, il nous dit qu'il nous protège contre ça, on a très peu envie de changer nos couches de persistance, de changer notre métier, du coup on va tout inverser. C'est ce qu'on s'est dit au départ. On inverse tout, comme ça on se protège de tous les changements, c'est bien, c'est future-proof, ok, il y a beaucoup de code. Ah oui, non, en fait il y a vraiment beaucoup de code à réécrire. C'est ça qu'on s'est dit assez vite. Et du coup, c'est pas forcément vendable de dire mon appli va faire la même chose, mais maintenant elle est très protégée au changement, et puis je l'ai réécrite, et puis ça m'a pris 6 mois. Ça marche pas. Du coup, on s'est dit maintenant l'agile doit gagner. Qu'est-ce que nous dit l'agile? L'agile, il nous dit de ne pas coder pour demain, il nous dit de ne pas prévoir de réutiliser des choses avant d'avoir besoin de les réutiliser, et il nous dit de plutôt préférer une approche où on va changer les choses petit à petit, on va les refactorer, jusqu'à ce qu'elles atteignent la perfection. Du coup, très bien, si on applique le principe de l'agile à ce problème-là, on se demande juste par où on commence, parce qu'on a quand même du travail à faire. Première approche, on va commencer sur du nouveau code. Le nouveau code, c'est bien, parce que ça fait des refactors qui sont manageables, qui sont pas trop gros. En fait, c'est carrément pas de refactor, parce que c'est que du nouveau code qu'on va réécrire en étant strict sur ce principe-là. Par contre, il y a un assez gros désavantage, qui est que potentiellement, on est en train de mettre des abstractions et de protéger des choses contre un changement qui n'arrivera pas. Et que potentiellement, en fait, ce truc-là ne va jamais bouger pendant 15 ans, et dans 15 ans, de toute façon, le besoin sera plus là, et puis on fera de la sauvegarde autrement, et puis... Donc, pourquoi se protéger? Pourquoi écrire ce code-là? Les principes de l'agile vont plus loin et nous disent que c'est pas possiblement inutile, c'est carrément inutile, faut même pas essayer, quoi. Du coup, ok, pas du nouveau code, ça a pas l'air si bien que ça. Du coup, on s'oriente sur une autre approche qui est de dire, on va se concentrer sur les changements dont on a besoin maintenant. Avantage principal, et ben c'est quasiment sûr que ça va avoir de la valeur, puisque déjà le code sur lequel on est en train d'appliquer ce principe, il a déjà changé au moins une fois, puisque c'est un changement qui est requis maintenant. Du coup, on est sûr que cette abstraction a de la valeur. Hey, c'était la danse en fait. Donc il a déjà changé une fois, c'est plutôt pas mal. Mais... Ah. Par contre, il faut qu'on fasse gaffe à faire en sorte que nos refactors restent gérables, ce qui n'est pas toujours gagné. Du coup, on s'est mis une règle, et une seule, qui est de dire que... Bon, elle ne veut pas s'afficher, mais je vais vous la dire. Qui est de dire qu'on va se limiter à un use case à la fois. Et on est d'accord, on accepte le fait que notre code va être à moitié refactoré en permanence. Et qu'il va y avoir des nouveaux use cases, des choses qui ont besoin de changer maintenant, qui vont être écrites en suivant ce principe. Et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de changer tout de suite, qui ne vont pas suivre ces abstractions pour l'instant, et qui changeront quand le business décidera qu'elles ont besoin de changer, pas avant. Du coup, on se restreint à un use case. Et je voulais vous parler d'autre chose. Ah, voilà. Qu'est-ce que ça change au jour le jour dans notre équipe? En 2 mots. Ça change 2 choses. Les code review n'ont pas tout à fait la même saveur. Il y a un élément de plus qui n'est pas juste est-ce que mon code est lisible, est-ce que ça fait effectivement le travail, comment tu l'as testé, prouve-moi que, ainsi de suite. C'est aussi, on cherche en fait les détails. En lisant du code métier pendant une review, on se met à se demander, mais ça là, si ça change, on a un problème ou on n'a pas de problème? Et ça, est-ce que c'est pas un détail pour ton métier? Est-ce qu'on pourrait pas faire sans savoir ça? Est-ce que le métier a besoin de savoir ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre approche, en tout cas l'approche qu'on applique chez nous, c'est de dire, on n'a pas besoin d'abstraire tout ce qui va changer, on a besoin d'être conscient des couplages qui existent, et de faire le choix, consciemment, risque et gain, de est-ce qu'on l'abstrait ou est-ce qu'on l'abstrait pas. La deuxième chose qui change, c'est que, ça c'est un petit peu le pendant du deuxième bénéfice, c'est que maintenant en fait, on pitch nos abstractions aux gens qui ne bossent pas sur notre produit. Et on leur dit, bah voilà, je suis en train de faire tel business, voilà ce que ça doit faire, tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut se servir de notre appli, voilà le code que je vois, voilà l'interface que j'ai envie de mettre, est-ce que ça te paraît cohérent? Et en fait, l'avis de cette personne est bon à prendre. Parce que si le code a été bien abstrait, n'importe qui peut le lire et le comprendre. Voilà, le but de cette présentation était de partager ça avec vous, et je suis disponible pour toutes vos questions et pour en parler plus, et tout ça, tout ça. Merci.